Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le 19e sommet de la francophonie s'est clôturé aujourd'hui à Paris, en France. La deuxième journée de cet événement tenu au Grand Palais a été marquée par la prise en charge de l'organisation du sommet par la France. Au programme figurait également la présentation du rapport sur la conférence ministérielle de la francophonie ainsi que le rapport du secrétaire général de l'OIF. L'après-midi, une réunion à huis clos s'est tenue portant sur l'analyse des affaires politiques internationales. Le président de la République malgache, Andry Rajoelina, a pleinement participé à ces différentes sessions d'aujourd'hui. Nadira Koutmaaf et Raslu Farmanan. Deuxième et dernière journée du sommet international de la francophonie, aujourd'hui 5 octobre 2024. La deuxième et dernière partie de la réunion s'est tenue à Paris, au Grand Palais, à laquelle Madagascar a participé pleinement à travers le président de la République Andry Rajoelina et son épouse. Cette deuxième journée du sommet de l'OIF a été ouverte par une séance plénière sur le thème « Créer, innover et entreprendre à la française ». À cette occasion, les demandes d'entrée à l'OIF ont été traitées, dont celles de Chypre et du Ghana, qui viennent d'intégrer l'OIF en tant que membres à part entière. Le président de la République, Andry Rajoelina, a particulièrement félicité l'adhésion de ces deux pays. Cette journée a été aussi marquée par la prise de fonction du président français Emmanuel Macron en tant que président de l'OIF pendant 2 ans. Le vice-président du sommet a été également nommé et la planification des activités du sommet a été effectuée. Lors de cette séance plénière a également été réalisé le rapport sur les travaux lors de la 45e session de la conférence ministérielle de la francophonie, mais aussi le rapport du secrétaire général de la francophonie, Louise Mushikiwabo. Une réunion à huis clos a été également tenue pour discuter de la situation politique mondiale, sur le multilatéralisme renouvelé. Madagascar y a participé à travers une prise de parole du chef d'État malagasy sur le renforcement de son engagement au niveau de l'OIF. Au total, 19 chefs d'État africains, membres de l'OIF, sont venus assister à ce sommet. Le pays continue de se positionner sur la scène internationale, notamment dans les organisations internationales comme l'OIF, pour la promotion de la diplomatie, qui est l'une des axes de la politique de Madagascar dans ce deuxième mandat du président Andry Rajoelina. Le 19e sommet de la francophonie se termine aujourd'hui à Paris, en France. Le Cambodge accueillera le 20e en 2026. Et la sécurité nationale est devenue un enjeu majeur pour assurer le développement économique et social. Hier, au palais de Mazoariv, sous la houlette du Premier ministre de sa Christian, une réunion stratégique s'est tenue avec les plus hauts responsables des ministères concernés par la sécurité et la défense. L'objectif est de renforcer les dispositifs existants pour garantir la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire. Les détails. Les forces de sécurité, regroupant l'armée, la police et la gendarmerie, ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre des stratégies efficaces pour assurer une paix durable, essentielle pour l'essor du pays. Il n'y a pas de développement sans sécurité, a rappelé à plusieurs reprises le président Andry Rajoelina, une déclaration reprise par le Premier ministre Tsai Christian lors de cette réunion d'hier. Le plan national de sécurité pour la période 2024-2028 prévoit des actions immédiates et concrètes. Parmi les priorités, l'éradication de l'insécurité dans les zones urbaines et rurales, la lutte contre le trafic d'êtres humains et de ressources naturelles, ainsi que le contrôle des frontières. Des mesures spécifiques ont également été abordées pour endiguer la prolifération des drogues, des violences qui en découlent, ainsi que les enlèvements et les vols de bétail. La réunion a également traité de la protection des frontières terrestres et maritimes et de la gestion des risques naturels liés au changement climatique. Des sanctions sévères seront prévues à l'encontre de ceux qui enfreignent des lois en matière d'exploitation des ressources naturelles sans autorisation. Enfin, à l'approche des élections communales, le gouvernement insiste sur la nécessité de garantir un climat de paix et de sérénité pour permettre aux citoyens d'exercer leur droit de vote en toute sécurité.
Et puis, le secteur pénitentiaire à Madagascar est considéré comme en avance par rapport à plusieurs autres pays africains ayant participé à l'atelier sur les infrastructures pénitentiaires. Les représentants des différents pays ont affirmé vouloir tirer des leçons de l'expérience malgache pour améliorer le traitement des détenus dans leur propre système pénitentiaire. Les détails. Les directeurs de prison de 15 pays réunis pour cet atelier organisé par la Croix-Rouge ont eu l'occasion de visiter quelques prisons d'Antananarivo. Plusieurs d'entre eux ont exprimé leur surprise face à la qualité des infrastructures et au traitement des prisonniers qu'ils jugent meilleurs que dans leur propre pays. Les infrastructures pénitentiaires en Afrique, nous avons trouvé ça quand même très édifiant, d'autant plus que nous avons tous des projets. Et lorsque nous avons fait le tour de la maison centrale et de la maison de haute sécurité, nous avons trouvé quelque chose de très humanisant en termes de détention. Et nous allons faire le mieux de notre possible pour essayer de nous inspirer de ce que nous avions vu. Que je repars vraiment plus grandi, parce que c'est une autre expérience de la vie et c'est une autre expérience qui n'est pas loin de notre expérience, parce que quand on regarde à peu près, c'est les mêmes difficultés que nous avons et c'est les mêmes défis. Maintenant, je ne vais pas le cacher, je trouve que le Madagascar est vraiment avancé et vous avez vraiment beaucoup d'acquis par rapport à beaucoup de paramètres en matière administrative et en matière d'approche, et c'est vraiment positif pour moi. Depuis la cession d'Andjrazouel à la présidence, 9 nouvelles prisons ont été construites à Madagascar, dont certaines sont déjà opérationnelles et d'autres encore en construction. Ces infrastructures incluent non seulement des dortoirs, mais mettent également l'accent sur l'alimentation des détenus grâce à la création de camps pénaux. De plus, une attention particulière est portée à la formation des prisonniers, leur offrant ainsi une chance de réinsertion sociale après leur peine, a précisé le directeur général de l'administration pénitentiaire, Arsène Ralston. L'atelier a également abordé des thématiques cruciales telles que le changement climatique, les problèmes liés à l'accès à l'eau, les inondations et la gestion des catastrophes naturelles, des sujets étroitement liés à la gestion des infrastructures pénitentiaires dans les pays africains. Et une consultation nationale visant à protéger les droits des propriétés des communautés locales qui ne sont pas actuellement encadrées par la loi s'est tenue à Mbudvoun. Cette lacune dans le cadre juridique touche une grande partie de Madagascar où une proportion importante des terres appartient à des communautés locales. Selon les données publiées par RRI Afrique, 50% des terres en Afrique sont gérées par les populations locales. Madagascar ne dispose pas encore de statistiques précises concernant l'usage communautaire des terres. Toutefois, il est largement reconnu que la majorité des terres utilisées pour les coutumes, la culture ou encore les projets de reboisement relèvent de la gestion communautaire. Ces terrains sont aujourd'hui menacés par certaines initiatives d'investisseurs soulevant des inquiétudes quant à leur préservation. Pour faire face à cette situation, un atelier a été organisé afin de définir des stratégies pour renforcer la protection des terres communautaires. Il a notamment été question de la mise en place d'une législation claire pour garantir la sécurité foncière des populations locales. Le gouvernement malgache, conscient de la situation, s'efforce d'améliorer la gestion foncière à travers l'élaboration d'une stratégie nationale sous la tutelle du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers. Ce cadre législatif, actuellement en cours d'élaboration, vise à concilier les intérêts communautaires avec le développement économique. Le résultat du concours pour intégrer la police pour cette année 2024 a été rendu public hier. 1200 élèves policiers sont retenus, dont 20 élèves commissaires de police, 30 officiers de police, 150 inspecteurs de police et 1000 agents de police. La liste des admis est visible auprès du ministère de la Sécurité publique à Anous et auprès de tous les commissariats de la capitale.
Pour les candidats des provinces, elles sont visibles auprès des bureaux de la Direction régionale de la sécurité publique. La police nationale a annoncé que la date du début des formations sera annoncée ultérieurement. En politique, 45 listes de candidats ont déposé une plainte auprès de la CENI après que l'OVEC a publié la liste provisoire des candidats le 30 septembre dernier, selon le rapport du porte-parole de la CENI. Au total, 29 listes ont été approuvées par la CENI et 16 ont été rejetées. C'est Ranirland pour plus de détails. Selon les dispositions de la loi concernant le rejet de la liste des candidats en raison du caractère incomplet des documents de certains candidats à l'OVEC, 45 listes de candidats ont été refusées par l'OVEC. Ces dernières ont déposé une plainte auprès de la CENI et selon le premier rapporteur de la CENI, 16 de ces candidatures ont été rejetées, si 29 ont été retenues. Ces 16 listes de candidats peuvent encore faire recours devant le tribunal administratif dont le verdict tombera la semaine prochaine. Pour rappel, la CENI publiera la liste officielle des candidats au poste de maire et de conseiller le mardi 8 octobre et le tirage au sort de la liste des candidats se tiendra le lendemain. Les bulletins uniques seront édités en Afrique du Sud. Et en sport, le transfert des joueurs au sein du championnat national de la première division de foot, ou Mercato, est ouvert du 30 septembre au 15 octobre prochain. Il y aura également le championnat organisé par la Ligue Analamang pour préparer la nouvelle saison et la sélection des joueurs qui composeront l'équipe nationale Barea pour le tournoi Chan. Anzar Razonarvelu. Le Mercato, ou transfert de joueurs, est une pratique courante. Il a commencé le 30 septembre et se terminera le 15 octobre pour les clubs qui participeront au championnat national de première division ou PFL. En effet, le championnat débutera au mois de novembre. Il y aura également le grand tournoi d'Antananarivo pour préparer la nouvelle saison et pour sélectionner les joueurs qui composeront les Barea au Chan. Dans les actualités internationales, Israël a détruit vendredi le principal axe reliant le Liban à la Syrie, par lequel des dizaines de milliers de civils ont fui les combats opposant le Hezbollah à l'armée israélienne. Des sources militaires israéliennes justifient cet acte par une porosité, la frontière libano-syrienne, longue de 400 km, à travers laquelle transiteraient des armes à destination de la milice chiite pro-iranienne. France 24. Pour la deuxième journée consécutive, justement, la route qui mène au poste frontalier de Masna a été visée. Selon Tsahal, eh bien, le Hezbollah utiliserait ce poste frontalier pour faire transiter ses stocks d'armes. Des accusations vigoureusement démenties par les autorités libanaises. La question de la frontière avec la Syrie est cruciale. Selon certains observateurs, eh bien, certains passages entre le Liban et la Syrie seraient utilisés pour le transit d'armes en direction du Hezbollah. Ces transferts seraient facilités par la géographie complexe de la frontière libano-syrienne qui s'étend sur près de 400 km et qui comporterait de nombreuses routes secondaires et passages clandestins. Cette porosité frontalière permettrait, selon plusieurs analystes, eh bien, de faire passer des armements sophistiqués depuis la Syrie vers le Liban. Le Hezbollah bénéficie depuis longtemps, vous savez, du soutien du régime Assad et à ce titre, eh bien, des convois d'armes transiteraient donc régulièrement, profitant de la situation aussi chaotique et des difficultés au contrôle frontalier. On parle notamment de systèmes de missiles et d'armes sophistiquées, des équipements cruciaux dans le contexte de la confrontation actuelle avec Israël. Ceci étant dit, il est important de noter que ces informations proviennent principalement de sources sécuritaires qui préfèrent rester anonymes car ces opérations, eh bien, se déroulent dans une grande opacité. Il est extrêmement difficile de vérifier de manière indépendante la nature exacte de ces transferts, mais les autorités israéliennes, eh bien, comme je le disais, affirment régulièrement cibler donc des convois d'armement à destination du Hezbollah près de la frontière syrienne.
Et l'armée israélienne a mené un raid dans l'est du Liban, à la frontière avec la Syrie, qui a coupé la principale route entre les deux pays. Ces derniers jours, des dizaines de milliers de personnes ont emprunté cet axe pour fuir le Liban, où Israël mène d'intenses bombardements contre le Hezbollah. France 24. Comme on pouvait s'en douter, c'est une situation extrêmement chaotique. Nous sommes avec Tarek Kaye dans le No Man's Land. Juste là, derrière moi, c'est la ville de Masna, le poste frontière de Masna, le Liban. Et de l'autre côté, on voit un exode incessant depuis 1 heure que nous sommes là, de déplacés qui fuient. Alors essentiellement, évidemment, des Syriens qui habitaient le Liban, qui repassent la frontière, puisque aussi paradoxal que ça puisse être, eh bien, ils sont plus en sécurité en Syrie. Mais pas seulement, il y a aussi, on croise des Libanais, des gens blessés, des familles entières qui, à cause de cette frappe qui est extrêmement violente, il y a des impacts un peu partout sur cette autoroute qui était utilisée, c'est le seul point d'accès officiel entre la Syrie et le Liban, utilisé par des milliers de personnes ces derniers jours. Et bien là, plus aucun véhicule ne peut passer, un immense cratère de 5 mètres carrés avec des morceaux, des blocs de béton qui ont été propulsés dans la montagne, dans les hauteurs. Donc on imagine bien la puissance de feu. Et donc en creux, évidemment, la stratégie de blocus de l'armée israélienne qui veut bloquer ces réfugiés. Je rappelle que 350 000 personnes sont passées en Syrie depuis 10 jours par cet axe qui est désormais infranchissable, à part, comme on le voit, à pied. Il y a des groupes de familles avec souvent des enfants en bas âge, il fait extrêmement chaud, qui prennent des voitures pour se rendre dans les provinces syriennes, à Damas. Damas qui est à moins de 45 km de là où on se trouve. Donc tout cela montre une nouvelle phase dans cette offensive israélienne, avec des attaques violentes sur ces actes de sécurisation de déplacés ou des réfugiés qui maintenant sont coincés de ce côté de la frontière au Liban. Et au moins 70 personnes ont été tuées jeudi dans une attaque de gang à Ponsondé, selon un premier bilan de l'ONU. Les victimes ont été ciblées parce qu'elles collaboraient avec une milice d'autodéfense tentant de limiter l'action des gangs dans la région. France 24. Scène de panique autour de l'hôpital de Saint-Marc. Des rumeurs parlent d'une nouvelle attaque de gang dans le quartier. Fausse alerte cette fois-ci, mais la peur est toujours présente. Jeudi, un gang lourdement armé a ouvert le feu sur la population dans la localité voisine de Ponsondé. Ils sont arrivés, ils ont tué des gens, il y a eu beaucoup de victimes. Bilan, au moins 70 morts selon l'ONU, dont des femmes et des enfants. Le massacre a été perpétré par le gang Grande Griffe. Ses membres ont également brûlé 45 maisons et plus de 30 véhicules. Selon le Réseau national de défense des droits humains d'Haïti, le groupe criminel accusait les habitants de collaborer avec une milice d'autodéfense pour limiter son activité dans la région. Une attaque condamnée par le secrétariat général de l'ONU. Alors que la violence des gangs continue de se propager de la capitale à d'autres départements, le secrétaire général souligne l'importance des efforts conjoints entrepris par la police nationale haïtienne et la mission multinationale d'appui à la sécurité. Cette mission multinationale a pourtant du mal à se mettre en place et les gangs continuent à semer la panique. Selon l'ONU, plus de 3600 personnes ont été tuées depuis janvier dans le pays en raison des violences. Le massacre de Ponsondé est le pire depuis celui du bidonville de la Saline à Port-au-Prince il y a 6 ans. 71 habitants avaient été assassinés. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.